Mesdames et messieurs, bonsoir et voici votre magazine sociopolitique Mise au Point qui est là. En tout cas, aujourd'hui, nous allons plus nous focaliser sur l'aspect social, donc un aspect de société. Et pour parler de la problématique de l'enfant sorcier par rapport au pouvoir public, avec comment sortir du relativisme culturel qui consiste à ce que l'on puisse de temps en temps désigner certains d'enfants sorciers, en tout cas, comment sortir de cette situation? Et là, les questions sont les suivantes. Quel futur pour ces enfants qu'on traite des sorciers et en l'absence d'un cadre structurel, comment peuvent-ils envisager la différence entre l'imaginaire et la réalité, entre le bien et le mal, et le permis et l'interdit? Quelle est la politique publique par rapport à cette problématique d'enfants sorciers? En tout cas, nous allons analyser toutes ces questions avec un invité sur ce plateau. C'est un écrivain. Il a une dernière publication dans ce domaine, à savoir L'enfant sorcier et la psychanalyse. Et vous aurez le temps, bien entendu, de voir ce bouquin, cette dernière publication. Et il s'appelle Didier Mavinga Laké. Il est docteur en psychopathologie et psychanalyse. Et si vous voulez mieux le connaître davantage, je l'ai dit, docteur en psychopathologie et psychanalyse. Il est clinicien, psychanalyste à Paris, membre du Cercle international d'anthropologie psychanalytique au sein de l'espace analytique. Il accompagne depuis une dizaine d'années les professionnels de santé et les travailleurs sociaux dans la prise en compte de la culture du patient dans le projet thérapeutique et dans l'interculturalité dans les établissements d'accueil des jeunes enfants et adolescents. Donc c'est un spécialiste que nous recevons sur ce plateau. Il est avec nous à ce jour à Kinshasa. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous avoir sur ce plateau de Mise au Point. Mais réciproquement, je suis aussi très heureux et je vous remercie. Alors je l'ai dit dans votre publication que j'ai avec moi L'enfant sorcier et la psychanalyse. Et vous vous posez la question sur cette problématique en Afrique de désigner certains enfants d'être des sorciers. Alors, première question, c'est qui d'abord un sorcier selon vous? Mais un sorcier, c'est quelqu'un à qui on attribue un pouvoir. On lui attribue le pouvoir le plus souvent surnaturel. Il a la capacité donc de se déplacer dans l'imaginaire, disons, collectif. Voilà, les sorciers, c'est vraiment quelqu'un, non seulement on lui attribue un pouvoir, mais c'est quelqu'un, rien que par sa désignation, peut modifier une famille ou une personne, parce que, en fait, le mot-clé qu'on peut associer à celui, adulte ou enfant qui est désigné comme sorcier, c'est la crainte. Donc nous avons des adultes, surtout des adultes, qui vont être dans un fonctionnement au quotidien où ils ont peur. Chez les enfants, c'est un peu différent parce que ça leur tombe dessus. Ça leur tombe dessus, ils sont sorciers, ils n'ont jamais pensé eux-mêmes l'être, mais on y reviendra éventuellement. Voilà, merci beaucoup. Alors, il y a quelques décennies, c'était plutôt de grandes personnes, de personnes de troisième âge qui étaient accusées dans la société d'être des sorciers. Mais maintenant, je peux dire le monde à l'envers, ce sont certains enfants qui sont épinglés. Alors, est-ce que ce phénomène-là constitue-t-il un frein pour le développement socio-économique et social, par exemple, du pays? Alors, avant tout, ça ne concerne pas que les enfants. Même s'il y a une dizaine d'années ou une décennie, c'est des adultes qui étaient désignés comme sorciers. Ça continue. Il y a des adultes, il y a aussi des enfants. Alors, c'est-à-dire, pour peut-être plus de clarté, et puis ce qui peut être intéressant pour nous et le grand public, c'est-à-dire dans d'autres sociétés, quand les choses ne vont pas, c'est plutôt les enfants qui sont accusés, donc soit d'incompétence, soit de difficultés, etc. Or, ici, chez nous, quand ça va mal, c'est l'enfant qui est accusé. Donc, c'est vraiment l'inverse. Ailleurs, on accuse les parents quand ça ne va pas. Ici, on accuse un enfant ou les enfants. Est-ce que cela peut être un frein pour le développement? Mais totalement. Totalement, puisque l'enfant, en fait, va se structurer entre la naissance et l'âge de 3-4 ans. Et puis, cela va aller jusqu'à 6-7 ans. Dans sa structuration, il faut que l'enfant s'épanouisse, se construise et puis construise son identité. Donc, quand cet enfant va arriver à l'âge adulte, les conflits, les traumatismes qu'il a subis
dans la petite enfance ne vont pas disparaître tant qu'ils ne seront pas élaborés. Alors, quels adultes nous aurons par rapport à ces nombres d'enfants qu'on retrouve exclus, soit chassés, mais pas que des enfants, ça peut aussi être des adultes qui fonctionnent au quotidien dans la crainte des sorciers. Qui sont ces adultes? En tout cas, ce n'est pas des adultes qui pourront donner le meilleur d'eux-mêmes, puisque dans la créativité qu'on peut attendre d'eux, il y aura toujours un frein, parce qu'il y a la peur de sorciers sur lesquels nous y reviendrons sûrement, qui est le sorcier. Alors, une étude démontre qu'à Kinshasa, sur un total de 30 000 enfants, il y a au moins 25 000 qui sont qualifiés d'être des sorciers. Alors, comment comprendre cette croyance et les pratiques qui consistent à désigner certains enfants d'être des sorciers? Ce chiffre est sous-estimé puisque les statistiques sont toujours difficiles à réaliser. Même si on procède par sondage, 25 000, c'est déjà 25 000 de trop. En tout cas, grâce à Amaury Lumumba, le petit-fils donc de notre héros national, et puis à Intel Congo, en tout cas une structure qu'il a créée avec Mylène Fayoulou, ils ont pu me faire rencontrer un monsieur qui gère une association Rigel. Et cette association fait depuis 45 ans, disons, en association avec un Belge. Maintenant, le Belge n'est plus là, c'est un Congolais qui s'appelle M. Mafou, qui s'occupe de cette association. Et lui, il a des chiffres exacts. Il a des chiffres exacts par rapport aux enfants à qui il a eu accès et puis aux différentes institutions avec lesquelles il a pu échanger. Et ces 25 000 ou 30 000 enfants, en tout cas quand nous avons eu des échanges grâce donc à Intel Congo, en tout cas pour moi, ce sont des enfants victimes. Ce sont des enfants victimes d'une croyance. Et la réponse est collective. La réponse est collective. En tout cas, Riger fait beaucoup. Ce que nous pourrions faire pour que cette situation se modifie, mais justement, de proposer une autre lecture, qui est la seule lecture que nous avons ici, de la sorcellerie. Sorcellerie, entendre donc c'est lui qui a le pouvoir de faire du mal, de vous faire mourir. Voilà, c'est ça qui, en tout cas, c'est vraiment important. Ces enfants sont des victimes d'une croyance, une croyance qui a sa place. Donc nous sommes des Bantous, même ailleurs, les Arabes, les Berbères, les Asiatiques, ces croyances existent. L'être humain donne toujours du pouvoir à ses pensées. Donc nous donnons du pouvoir à nos pensées et à un moment, cela évolue jusqu'à désigner quelqu'un qui est sorcier. Ce que nous pouvons proposer, c'est tout simplement, à petite dose, mais de manière résolue, faire passer le message que si la sorcellerie est une croyance qui existe, désigner quelqu'un de sorcier, c'est une construction psychique. Alors si on doit aller dans votre domaine justement, est-ce qu'on peut parler justement de cette projection psychologique? Ah mais complètement. Complètement. L'homme a toujours donné du pouvoir à ses pensées et dans toutes les sociétés. C'est la première théorie intellectuelle de l'humanité. N'est-ce pas? C'est-à-dire, les premiers humains, quand ils se sont trouvés face à la mort, ils n'avaient pas de réponse. Vous imaginez la peur, l'angoisse. Qu'est-ce qui se passe? La seule manière de dépasser ces moments-là, c'était de penser, de donner du pouvoir à leur pensée. Vous voyez comment les premiers humains ont pu, justement en donnant du pouvoir à la pensée, dépasser ces moments-là où c'est lui ou celle qui est mort, il se passe quelque chose, peut-être qu'il est quelque part. En Asie, ça sera la réincarnation. Ici, voilà, il est retourné chez les ancêtres. Ailleurs, il ira au paradis, etc., etc. Ça, c'est la lecture scientifique. Vous voyez. Donc, cette manière de projeter, pour nous, cliniquement, c'est un mécanisme de défense. Vous voyez, pour supporter l'insupportable. Au quotidien, on peut fonctionner dans ce mécanisme de défense normalement. Nous donnons du pouvoir à nos pensées, que
Voilà, quand j'irai quelque part, je trouverai ceci. Si j'ai envie de ceci, je pourrais avoir, etc., etc. La question, c'est quand ça se dérègle. Vous voyez, au lieu de donner du pouvoir à ses pensées normalement, on commence à accuser des gens. Vous voyez. Et d'ailleurs, quand on commence à accuser des gens, on est au stade, disons, 1, mais ça peut aussi monter au stade 2. Agresser vraiment quelqu'un parce qu'on est convaincu qu'il vous a fait du mal. Or, l'autre n'est pas au courant. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, on accuse quelqu'un de sorcier, il n'est pas au courant. J'ai eu quelqu'un comme ça. Mais des fois, les enfants acceptent eux-mêmes dans leur témoignage. Non, voilà, on m'a utilisé la nuit pour ceci, pour cela. J'ai reçu beaucoup d'enfants. J'ai des exemples là-dessus. En consultation, et à Paris, ce n'est pas compliqué. Un enfant dont les parents pensent qu'il est sorcier, l'enfant est placé dans les services sociaux. Et les parents, s'il y a eu maltraitance, un ou les deux vont en prison. S'il n'y a pas maltraitance, moi ou les autres, on me l'envoie pour comprendre. Vous voyez, pour comprendre ce qui se passe. Alors, il y a des enfants, j'ai un exemple précis. Voilà un enfant qui arrive de Kinshasa. Et en arrivant à Kinshasa, il va rejoindre le frère de son père. Donc, dans la lecture sociologique, son oncle, et puis dans notre culture, c'est, vous savez, cette parenté culturelle, c'est son père, d'une certaine manière. Son père, donc son oncle et sa femme vont chercher cette fille de 9 ans, arrivée chez eux, cette fille devrait se déshabiller devant l'ascenseur. Pourquoi il devrait se déshabiller devant l'ascenseur? Parce que le vêtement qu'elle portait, avec lequel elle est venue, donc de Kinshasa, pouvait être chargé de sorcellerie. Vous me suivez? Donc la fille, on la déshabille, on lui donne d'autres vêtements et c'est comme ça qu'elle est rentrée dans l'appartement. 2 jours se passent, je vous passe beaucoup de détails, mais il se trouve que la femme de son oncle a considéré que si le bébé qu'elle venait d'accoucher pleure souvent, c'est parce que la nièce qui est venue de Kinshasa était sorcière. Donc il fallait qu'elle avoue. Et comme elle ne savait pas ce qu'elle devait avouer, quand son oncle est rentré du travail, elle a dit... En fait, ce qui s'est passé, elle donnait du bain à l'enfant, le bébé. Et le bout du cordon ombilical est tombé. Elle a pris le bout, elle a mis ça dans un petit papier, elle a mis quelque part. Et la petite nièce, en revenant de l'école, d'après le dire de cette femme que j'ai reçue aussi en consultation, pour elle, elle est allée directement là où elle avait caché le cordon, comment elle savait. Donc elle avait le pouvoir. Elle devrait avouer qu'elle est sorcière. Elle ne pouvait pas avouer. Son oncle arrive, la femme relate à son mari, vous imaginez la crainte de ce monsieur. Elle dit à sa nièce d'avouer, sa nièce n'avouant pas, elle l'a attachée sur une chaise, elle a commencé non seulement à la frapper, le mot est trop faible. Et du coup, des traces des coups, des bleus, le lendemain à l'école, cet enfant va à l'école, on voit des traces, on lui demande ce qui s'est passé, elle raconte tout, mais l'oncle et sa femme ont été convoqués par la police, et l'oncle de son bon droit dit que non, ma nièce fait des choses bizarres parce qu'elle est sorcière. D'ailleurs, au moment où elle a avoué qu'elle était sorcière, j'ai filmé ça. Elle donne le film qu'elle a fait avec son téléphone et les policiers ont gardé le film comme pièce à conviction et lui, il est en prison parce que la maltraitance était aggravée. Et la femme, quand elle venait d'accoucher, elle est restée donc sous contrôle judiciaire. Et cette fille, quand je la reçois et puis j'ai fini, me dit, les coups étaient tellement durs que si je n'avouais pas, c'était insupportable. Mais en réalité, elle n'est pas sorcière. Mais, cher monsieur Moulouba, qu'on soit clair, la sorcellerie, je l'ai dit, c'est une construction psychique. C'est-à-dire, c'est une croyance. Nous sommes dans la science. Dans la science, c'est impossible que quelqu'un ait du pouvoir sur vous. Personne. Et j'insiste bien, personne n'aura du pouvoir sur vous. La seule personne qui peut avoir du pouvoir sur vous, c'est vous-même. Et votre vie ne pourra être que ce que vous en ferez.
personne, ni maintenant ni jamais, peut avoir du pouvoir sur vous. Ce qui fait que vous serez désigné des sorciers parce qu'il y a un conflit psychique chez la personne qui vous accuse de sorcellerie. Alors, en quel moment on peut... En fait, qu'est-ce qu'on peut considérer, à quel moment on peut parler des origines de ces accusations dans la société? Est-ce qu'il y a une explication un peu scientifique par rapport à ça? Mais complètement. C'est-à-dire, des origines, ça reste trop vague. Pour faire simple, c'est-à-dire, la sorcellerie est une croyance collective qui fait partie des humains. On donne du pouvoir à notre pensée. Là où ça nous intéresse, c'est dans l'expérience subjective, dans l'expérience de tout un chacun. Alors, comprenons que nous, dans notre fonctionnement, nous accusons souvent les autres. Ok? Nous accusons souvent les autres. Ce qui est important, pourquoi à un moment nous nous mettons à accuser quelqu'un? C'est comme ça qu'on peut mieux comprendre que chercher les origines. Pourquoi à un moment, pourquoi ce n'était pas, nous sommes au mois de juin, pourquoi ce n'était pas en 2020 ou en 2019, au mois de mai, on a accusé quelqu'un, pourquoi maintenant en juin? Et là, cliniquement, on peut avancer. Alors, pour faire simple, là aussi, enfin faire simple, j'espère, en tout cas un autre exemple, c'est une femme congolaise, je vais m'aller vite parce que... Tout à fait le temps. Voilà. Cette femme accusait sa fille de sorcière. Et quand sa fille de 5 ans, quand le juge pour l'enfant me l'oriente, c'est qu'elle me dit, sa fille est sorcière parce que quand tout le monde dort, et tout le monde se réveille le matin, sa fille dort encore. Ça, c'est le premier matériel qu'elle apporte. Et pourquoi elle dort encore? Parce que la nuit, son âme quitte son corps pour aller répandre le malheur partout. Ça, c'est un. Deux, si sa fille est sorcière, parce qu'elle a fait un rêve que sa fille l'étranglait. Ça, c'est sous le versant de la croyance. Sous un versant plus médical ou psychologique, cette femme avait des troubles de sommeil, une agressivité plus, et ce qu'on appelle une inhibition psychomotrice, c'est-à-dire très fatiguée, elle n'avait plus... Alors, soyons vraiment précis là-dessus. Cette femme, dans sa croyance, sa fille est sorcière. Mais sur un plan médical, elle souffrait plutôt de la dépression. Vous voyez? Elle était dans une situation déjà sorcière, dans le sens où elle n'avait pas de papier, pas de travail, prise en charge par les services sociaux, bref, dans une souffrance continue. Et dans cette souffrance continue, le coupable désigné, c'était sa fille. Qu'est-ce qu'on fait? Si je lui dis que votre fille n'est pas sorcière, elle ne me croira pas. Donc je ne cherche pas à chercher l'origine, ou si sa fille est sorcière ou pas. Je traite, je soigne tout simplement son état. Comment nous l'avons soigné? C'était une prise en charge globale. Sa dépression, sa situation économique, et puis la situation éducative aussi des enfants. Cette femme qui a été logée dans une chambre d'un hôtel social par les services sociaux, en allant mieux, sa dépression, parce que quand quelqu'un fait une dépression, chez nous, ce terme dépression ne veut rien dire. Parce que la dépression, c'est quoi? La dépression, ça peut très vite devenir un cyclone, si on prend la métaphore météorologique. C'est-à-dire, la météo, c'est troublé de sommeil, on n'a plus d'énergie, et puis on est très angoissé. Vous voyez? Et on peut même avoir des douleurs. C'est-à-dire, si vous êtes normal, vous avez une douleur, c'est la puissance et 1 ou 2. Si vous faites une dépression, vous avez une douleur, c'est puissance 7 ou 8. Alors ici, vous voyez, quand vous êtes comme ça, forcément, c'est un oncle, un enfant ou tout ça. Donc, en soignant tout ça, cette femme, n'ayant plus de problèmes, que ce soit sociaux, éducatifs ou de dépression, cette femme n'avait plus de raison d'accuser quelqu'un. Donc, sa fille n'était plus sorcière. Déjà d'ailleurs, dans notre formation, une personne qui dit que ma fille de 5 ans, j'ai rêvé qu'elle m'étrangle, moi ce que j'entends, c'est elle qui a des envies d'étrangler sa fille. Donc si je comprends bien, on peut maintenant établir un lien entre la sorcellerie et le pouvoir de la pensée. Ah mais complètement. Complètement. Sauf que c'est un pouvoir, malheureusement, les Américains utilisent leur imagination pour créer. Bien sûr, il y a aussi des films d'horreur, mais on s'en amuse. Ici, il y a une crainte originaire, mais il faut, plusieurs émissions parce que le sujet reste passionnant. Ça vient d'où?
ces côtés où on a toujours peur de quelqu'un. Mais c'est lié à notre culture, dans le triangle père, mère, enfant. La place que le père occupe dans la culture, la place que la mère occupe dans la culture. Mais ça, c'est un autre débat. Il faudra que vous me réinvitez, puisque sinon, on risque de perdre nos téléspectateurs. C'est-à-dire, cliniquement, on peut vraiment identifier pourquoi en Europe, des sorciers ont existé, été brûlés, et pourquoi maintenant, il n'y a plus de sorciers. Si je peux juste lancer une idée, vous savez, les sociétés qui réussissent le mieux, c'est des sociétés où la mère est femme. Vous voyez, nous, dans nos sociétés, la mère est plus mère que femme. Et dans cette relation mère-enfant, qui peut être très forte, où le père reste en périphérie, sur le plan clinique, on peut trouver beaucoup de choses qui peuvent expliquer la croyance à la sorcellerie, mais je ne veux pas complexifier les choses pour le grand public. Il faudra une émission rien que pour ça. Vous verrez que l'être humain est le même partout. Merci beaucoup, monsieur Didier. Nous poursuivons. Alors, il y a un constat. On remarque aujourd'hui, dans cette histoire des sorcelleries des enfants, il y a les églises, certaines églises qui sont entrées en jeu. Facilement, vous trouverez un pasteur, un homme de Dieu, en train d'exorciser ou bien avant d'exorciser, de déclarer certains enfants dits sorciers. Alors, quel est le lien que vous pouvez établir aujourd'hui entre la religion et la sorcellerie? Alors, d'abord, la religion a sa place chez les humains. La religion, pour nous, nous avons 4 échafaudages que nous utilisons au quotidien. C'est-à-dire, ce n'est pas être bien qui est premier dans la vie. Nous passons notre temps à régler des problèmes. Voyez? C'est-à-dire, le bonheur est épisodique, la souffrance continue. Ok? Dans cette souffrance en continu, l'être humain utilise des mécanismes. Et dans ces mécanismes, la première, c'est tout simplement les addictions. Voyez? Les addictions, c'est-à-dire, ça peut être l'alcool, la drogue, la musique. Enfin, la musique, non. L'alcool, la drogue, toutes les addictions qu'on peut imaginer. La deuxième, c'est la sublimation. La sublimation, ça peut être la musique, le travail, marcher, danser, faire la cuisine, vous voyez, acheter quelque chose. Vous voyez. Quand on n'a pas acheté quelque chose, on n'est pas bien. Quand on achète une chemise ou une robe, ça fait du bien. Ou quand on va chez le coiffeur, on fait une bonne coupe, ça fait du bien. Mais 3 heures après, on ne va pas se recouper les cheveux. Pas du tout. Voilà. Donc, nous utilisons des mécanismes pour passer le temps et grâce auquel nous tenons. Vous voyez. Et si le premier mécanisme, c'est les addictions, deuxième, la sublimation, la troisième, c'est la religion. La religion a une potentialité futurisante. Tout simplement, c'est que nous pouvons dire la religion enferme dans le monde du désir. La science est dans le monde de la réalité. Ok? Donc les pasteurs rentrent dans ce monde du désir. Alors il y a un type, avant d'y revenir, le 4e échafaudage et dernier, c'est l'amour. Il n'y a pas plus fort qu'aimer et être aimé. L'amour entre les humains, l'amour bénévole, s'occuper des gens, s'occuper des enfants, des adultes, c'est très très fort. N'est-ce pas? Alors, si on revient à la religion, donc il y a un type que vous connaissez puisque vous avez fait de la philosophie, qui s'appelait Claude Lévi-Strauss. Lui, il disait, il faut 3 facteurs pour que on croit à un pasteur ou à un guérisseur ou à un chaman. C'est-à-dire, 1, il faut que la société où vous grandissez, cette croyance existe, nous y sommes, ici nous croyons à la sorcellerie. 2, il faut que la personne qui va vous accueillir croit en son pouvoir. Et 3, il faut que la personne qui va consulter croit au pouvoir de ce monsieur. Dans le cas contraire, il n'ira pas. Vous voyez? Donc, ces 3 facteurs sont réunis ici. Revenons aux pasteurs. Il y a des très bons pasteurs, ou ces familles. Pour moi, les pasteurs, la religion est une réponse. C'est que j'essaie de proposer que ce n'est pas la seule réponse. La religion est une réponse, et cette réponse, les pasteurs occupent cette place. Il y a des très bons pasteurs qui occupent cette place-là. La ligne rouge, c'est les pasteurs qui incriminent les enfants, qu'ils sont la cause de tout ce qui ne va pas. Vous voyez, là, il ne s'agit pas d'être, sympathique ou moins sympathique, il s'agit d'être dans la vérité. Vous voyez? Quand un pasteur, dans un reportage que je vois, dit à un monsieur, s'il a perdu
son travail, c'est à cause de ses enfants? Non. Non. Donc, les pasteurs, comme réponse, les familles, en allant voir ces pasteurs, j'ai discuté avec des pasteurs. Ils peuvent accompagner ces familles, mais on ne touche pas le noyau. Le noyau qui a fait qu'à un moment, ce monsieur, cette dame a pensé que son enfant est sorcier. C'est eux, ils font partie d'une prise en charge. Je dis bien les bons pasteurs, pas les dealers spirituels. Alors voilà, la question est maintenant celle-ci. Vous avez une publication, une récente publication, L'enfant sorcier et la psychanalyse. Maintenant, vous allez répondre à cette question si simple. Pourquoi un tel ouvrage? Qu'est-ce que vous visez? Quel est l'objectif à travers ce livre? L'enfant sorcier et la psychanalyse? Oui. Mais écoutez, c'est tout simplement montrer que croire à des choses fait partie de la vie normale et que cette croyance vous mette en difficulté, ça peut se travailler et on peut le dépasser et vivre sa vie correctement. Donc si l'enfant sorcier et la psychanalyse, c'est la couverture, c'est ma maison d'édition qui est donc les éditions RS avec mon groupe de recherche qui, par rapport à certains enfants que j'ai eu en consultation, c'est ce qui a déterminé le choix de cela, mais vraiment le message qu'il y a derrière, la croyance existe, les sorciers, c'est une construction, tant que ça reste une construction, on n'a rien à dire, mais quand l'expérience subjective commence à créer des difficultés, des souffrances ou des conflits, dans ces cas-là, il faut se faire aider. Il faut se faire aider. Et il y a des professionnels. Vous savez qu'à Kinshasa, nous avons une faculté de médecine où la psychiatrie est très forte. Et nous avons aussi une faculté de psychologie où la formation est en place. Donc voilà, nous avons des professionnels, mais ça reste le chaînon manquant dans la prise en charge de cette croyance, où c'est les pasteurs qui occupent le devant de la scène. Or, la psychiatrie comme la psychologie sont des réponses qui vont vraiment jusqu'au noyau de ce qui fait qu'à un moment, on considère que l'autre me veut du mal, or l'autre n'est pas au courant. Alors, ce phénomène maintenant, on va sur le plan institutionnel, il existe un gouvernement, il existe un ministère des Affaires sociales, et il existe un ministère de gens, famille et enfants. Alors, à quel niveau ces décideurs politiques peuvent intervenir dans cette question, dans cette problématique de l'enfant sorcier? Comment peuvent-ils contribuer pour renverser un peu la tendance actuelle? Écoutez, ce qui est passionnant, quand on est à Kinshasa et au Congo, il y a énormément de compétences. Mais vraiment à tous les niveaux. Et ce qui manque, c'est mettre ensemble toutes ces compétences de manière désintéressée au service, comme l'a dit l'actuel gouvernement, de Bendele et Koyate, c'est ça. Donc le drapeau, moi je dirais plutôt, l'idée est bonne, hein, mais à ma manière, je dirais Bendele et Telema. C'est-à-dire que le pays aille de l'avant. Moi je n'ai rien à dire au gouvernement parce qu'ils sont compétents, ils ont tout ce qu'il faut, des conseillers, voilà. En tant que scientifique, en tant que chercheur, vous avez certainement des projections par rapport à cette question d'enfants dits sorciers. Mais écoutez, quelle peut être la part du gouvernement? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire concrètement, politiquement? C'est déjà en cours. C'est déjà en cours, c'est-à-dire, je vois partout changement de mentalité. Vous voyez, changement de mentalité, c'est une des pièces du puzzle. Mais la base même de ce changement de mentalité, c'est la politique de la famille. Vous voyez, la politique de la famille, quand je dis la politique de la famille, mais dès le début, je suis admiratif partout où je suis passé, que ce soit à Binza Pigeon, Pompage, à Kimbuta, Angile, à Kimwenza, à Bandal, à Lingwala, de voir autant d'enfants, des jeunes en uniforme, ça me fait penser, moi, à mon époque, où nous allions tous à l'école. Ça, c'est un plaisir. Ça ne suffit pas. Donc, pour moi, en tout cas pour nous, la vraie politique de la famille, c'est quoi? Ce n'est pas les familles qui peuvent envoyer leurs enfants à l'école. Je pense dans chaque commune,
dans chaque commune, dans chaque quartier, il faut des lieux où tout parent qui vient d'avoir un enfant, de la naissance à l'âge de 3 ans, qu'il puisse être accompagné. Vous savez, aux États-Unis, à l'époque, il n'y avait pas de crèches. Pourquoi il n'y avait pas de crèches? Parce que... Non. Il y avait des crèches. Il n'y avait pas... pourquoi on avait mis des crèches, même si les crèches... Vous savez, des lieux de jardins d'enfants, on considérait que c'était communiste. Mais on faisait des jardins d'enfants pour que les familles qui n'ont pas de moyens puissent déposer leurs enfants. Et ces enfants-là allaient grandir dans un cadre où ils allaient apprendre les limites, l'éducation, de ce qu'on peut, de ce qu'on ne peut pas. Nous avons beaucoup de familles ici au Congo, ils sont dans de telles difficultés qu'ils ne sont plus à mesure de faire passer un message qui est simple. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Dans la vie, on ne peut pas tout faire. Et ces enfants-là existent, et ces adultes-là existent. Quand on a eu cela, et ça ne se fait pas à 10 ans ou à 12 ans, ça se fait entre la naissance et l'âge de 6-7 ans. Quand on a compris que dans la vie, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout avoir, on a des adultes qui font que l'économie sera une autre économie. Sinon, on a des adultes où la pulsion est première et la réflexion secondaire. Merci beaucoup, M. Didier Mavinga Laké. On nous fait déjà signe que nous avons épuisé notre temps. Beaucoup de choses à dire, mais là, on vous a suivi en tant que spécialiste. Quel message pouvez-vous adresser à tous ces téléspectateurs qui vous suivent aujourd'hui en parlant de la problématique des enfants ou de l'enfant sorcier? Quel dernier message? Croyez en vous, n'ayez pas peur. Le sorcier, c'est une construction. Si la croyance est notre culture, le sorcier n'existe pas. Ayez confiance en vous et n'ayez pas peur. Merci beaucoup. À moi de dire également que le pouvoir public doit aussi se saisir de ces dossiers et puis suivre l'exemple de ce qui se passe ailleurs pour une meilleure intégration des familles et des enfants. Complètement. Voilà, mesdames, messieurs, ça en est fini pour cette livraison. Nous recevions M. Didier Mavinga Laké, docteur en psychopathologie et psychanalyse et auteur de plusieurs publications dont L'enfant sorcier et la psychanalyse. Juste une seule publication. Merci, j'ai extrapolé. Voilà. Et voilà, une émanation scientifique, l'enfant sorcier et la psychanalyse. Merci d'avoir suivi cette tranche. On se retrouve dans exactement une semaine avec un autre numéro. Au revoir. Merci.